Alors, dans ce cours, on va évoquer la deuxième phase de la photosynthèse, qu'on appelle la phase biochimique, et ce qui va nous permettre finalement de clôturer ce chapitre sur le déroulement de la photosynthèse à l'échelle de la cellule. En introduction, on va rappeler que la photosynthèse, c'est un ensemble de deux phases, de deux grandes étapes. Une première phase qu'on appelle la phase photochimique, parce qu'elle est strictement dépendante de l'apport d'énergie lumineuse, le préfixe photo faisant référence à cette énergie lumineuse, à la lumière. Et puis une seconde phase qui est la phase biochimique et qui va être l'objet du chapitre ici. Alors cette phase biochimique, que permet-elle? En fait, elle permet ou elle se caractérise par la réduction du carbone présent dans le CO2 en molécules organiques sous forme de glucose par exemple, c'est 6H12O6. Et cette phase biochimique a la particularité de ne se dérouler que dans le stroma du chloroplaste. Je rappelle que la phase photochimique, elle, se déroulait ou concernait les thylakoïdes présents dans le chloroplaste. Pour que cette phase biochimique ait lieu, les composés intermédiaires qui ont été fabriqués lors de la phase photochimique vont être nécessaires. Du coup, ça pose la question, en tout cas ce sera le problème du chapitre, c'est comment le chloroplaste va-t-il parvenir à produire du glucose à partir du CO2, qui est déjà une première interrogation, hein. C'est comment on passe finalement d'une molécule minérale à une molécule organique dans le chloroplaste, en faisant intervenir les composés intermédiaires de la phase photochimique. Alors pour répondre à cette question, on va aborder un certain nombre de faits expérimentaux classiques que l'on rencontre dans les manuels et qu'il est bon de connaître. Chaque fait expérimental va apporter une part de la réponse et puis nous permettra de faire des bilans pour ensuite, sous la forme d'un schéma, commenter, répondre à cette question. On va commencer par une première expérience qui est celle de Calvin, Benson et Bassam dans les années 1950. Qui ont permis, ces trois chercheurs en fait, ont permis d'identifier les premières molécules, ou du moins la chronologie des molécules qui apparaissent au cours de la phase biochimique à partir du CO2. Alors pour cela, alors ça s'est pas fait en une seule expérience, mais en tout cas pour ces travaux expérimentaux, ils ont utilisé un matériel biologique de choix, des chlorelles, qui sont des algues unicellulaires, des algues chlorophyllènes unicellulaires, donc faciles à cultiver. Et dans leur dispositif expérimental, qui figure en photographie, mais qui est aussi décrit sous la forme d'un schéma à commenter, donc ces chlorelles mises en suspension, en fait, vont être placées dans des conditions optimales, idéales de photosynthèse, puisqu'elles vont être présentes en suspension dans un milieu qui est fortement éclairé, et puis avec un air enrichi en CO2. Donc toutes les conditions sont réunies pour que la photosynthèse se déroule parfaitement, à plein régime si je puis dire, dans cette suspension de chlorelle. Et puis leur dispositif contient un système de pompe, de valves qui va permettre d'extraire de la suspension à des moments souhaités un certain volume de suspension de chlorelle. Et à ce moment-là, en fait, les chlorelles vont être mises en présence de CO2, mais qui, lui, a la particularité d'être radioactif. Alors, il est marqué au carbone 14, et le fait d'être marqué au carbone 14 va permettre finalement de suivre cette radioactivité dans les chlorelles, et à partir du moment où on identifiera des molécules, quelles qu'elles soient, hein, comportant du carbone 14, alors on saura qu'elles proviennent de ce fameux CO2. L'autre avantage, en fait, l'autre ingéniosité finalement de leur dispositif, c'est que ces chercheurs peuvent contrôler la durée pendant laquelle ces chlorelles vont être mises en présence de ce dioxyde de carbone radioactif. Et pour contrôler cette durée, donc ils vont choisir, enfin ils vont à un moment donné tuer les algues unicellulaires, les chlorelles, en les plongeant dans de l'alcool bouillant. Donc ça va avoir pour intérêt en fait de stopper toute réaction métabolique, et en disposant ainsi d'échantillons de chlorelles ébouillantées à différentes durées, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, quelques minutes, ces chercheurs vont pouvoir identifier ensuite par des procédés physico-chimiques classiques, hein, la chromatographie et l'autoradiographie, vont pouvoir identifier toutes les molécules dans lesquelles se trouve la radioactivité issue du carbone 14 initialement présent dans le CO2. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ce dispositif. Alors, on va passer aux résultats. Alors, les résultats se présentent sous la forme
sous la forme de ce qu'on appelle des radiochromatogrammes. C'est de la chromatographie, mais c'est de la chromatographie un peu particulière. C'est une chromatographie dite à 2 dimensions. Sans rentrer dans le détail technique en fait du procédé, les tâches qui vont apparaître sur le radiochromatogramme vont révéler en fait la présence, vont être caractéristiques de molécules. Donc c'est comme dans une chromatographie classique, en fait, on a un dépôt initial, et après la façon dont ce dépôt en fait va migrer, puisqu'en fait une chromatographie c'est une technique qui va permettre de séparer les constituants d'un mélange. Là, les différentes tâches qui vont émaner de ce dépôt en fait vont illustrer, vont représenter les molécules qui étaient au départ présentes dans le mélange, dans l'échantillon, dans le dépôt de départ. Et donc, très rapidement, on voit que quand ces chercheurs réalisent des radiochromatogrammes à différents instants, donc on voit qu'on en a 3 ici, un réalisé à 2 secondes, c'est-à-dire très très peu de temps après que les chlorelles ont été mises en présence de dioxyde de carbone radioactif et puis après ébouillanté. Donc il n'y a eu que 2 secondes pendant lesquelles en fait, ces cellules ont été mises en présence de ce CO2 radioactif. Après, on a un radiochromatogramme à 5 secondes, donc là on a un autre échantillon pendant lequel la durée de la phase biochimique a été un peu plus longue, en présence de CO2 radioactif. Puis après, on a un radiochromatogramme à 30 secondes. Et donc, on voit que c'est sur ces résultats, on a des tâches de plus en plus nombreuses qui apparaissent, ce qui veut dire que dans les produits de la photosynthèse, au cours du temps, déjà, on a de plus en plus de produits qui apparaissent. Donc, en une trentaine de secondes, on a quand même une petite dizaine de molécules identifiées, tandis qu'au bout de 2 secondes, on n'en a qu'une seule, au bout de 5 secondes, on en a 3, etc. Et du coup, ces molécules sont identifiées, ont pu être identifiées à l'aide de molécules de référence, telle une chromatographie. Et puis, quand on laisse se dérouler l'expérience un peu plus longtemps, on voit apparaître là sur un dernier radiochromatogramme un peu plus complet, on voit apparaître toute une ribambelle de molécules de nature chimique différente. Alors, tout à l'heure je le disais, en fait, ces chercheurs, donc, par leur dispositif, ont permis d'établir la chronologie avec laquelle apparaissaient les premières molécules lors de la phase biochimique. Alors, ces molécules étant identifiées, voilà, au bout de 2 secondes, les chercheurs aboutissent au fait que la première molécule qui apparaît lors de la phase biochimique, c'est de l'acide phosphoglycérique, que l'on note aussi APG ou PGA en anglais. Au bout de 5 secondes, on voit apparaître 2 autres molécules différentes de l'APG, qui sont pour l'un un triose phosphate et puis pour l'autre le ribulose 1,5 bisphosphate. Et puis à 30 secondes, on voit apparaître encore d'autres molécules, le saccharose, et puis on voit apparaître la lanine, la glycine, la sérine, le glutamate, l'aspartate. Bon, on va commenter un petit peu tout ça. Mais déjà, première remarque, ça peut paraître surprenant, mais en tout cas c'est le résultat qui montre cela. La première molécule qui apparaît lors de la phase biochimique, c'est pas le glucose. C'est pas le glucose, c'est pas le produit final de la photosynthèse. Donc quand on écrit l'équation bilan de la photosynthèse, le glucose n'est pas la première molécule à apparaître, c'est une molécule qui n'est même pas d'ailleurs, qui à l'évidence qui est un acide, acide phosphoglycérique. Et puis après, il faut attendre quelques secondes pour voir apparaître les premiers glucides, donc sous la forme de triose. Donc un ose, en fait, c'est un glucide. Quand on a triose, c'est-à-dire qu'il y a 3 carbones dans l'ose. Et puis après, on voit, donc on peut le noter C3, C3P, c'est pour triose phosphate, 3 carbones et 1 phosphate. Et puis au bout de 5 secondes, on voit aussi apparaître un autre ose, diphosphate, celui-ci, donc il y a 2 groupements phosphate, qui est le ribulose 1,5 bisphosphate, qu'on note C5P2, C5 parce qu'il contient 5 atomes de carbone. Donc si on voulait respecter la terminologie précédente, on dirait que c'est un pentose. Voilà, penta, c'est pour le préfixe 5. Donc on a un ose à 5 carbones avec 2 phosphates. Et puis à 30 secondes, on voit apparaître des choses que l'on connaît aussi, donc en plus des molécules précédentes. Le saccharose, qui est aussi un ose, qui est aussi un glucide, c'est un glucide c'est le sucre en fait, c'est le glucide du sucre en poudre. Et puis après, tout ce qui est alanine, glycine, sérine, etc., ce sont des acides aminés. Donc c'est toujours pareil, une chose surprenante, c'est qu'on ne voit toujours pas apparaître le glucose au bout de 30 secondes.
Et puis on voit apparaître des molécules qui ne figurent même pas dans l'équation bilan de la photosynthèse, comme le saccharose ou comme les acides aminés. Bon, on va décrypter un petit peu tout ça. Mais déjà, ce que l'on peut dire, c'est que le premier produit qui apparaît lors de la phase biochimique, c'est un acide qu'on appelle l'acide phosphoglycérique. Et il apparaît très rapidement, puisqu'il apparaît au bout de quelques secondes, 2 secondes. Et puis après, les seconds produits à apparaître sont 2 oses, un triose phosphate et puis un autre ose, le ribulose, un 5-bisphosphate. Et puis après, plus tard, on voit apparaître d'autres molécules. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que les molécules qui ont été identifiées sont très diverses, puisqu'on a aussi bien des acides organiques, on a des oses, des glucides, des acides aminés. Donc on a quand même toute une série, toute une ribambelle de molécules. Alors on va quand même déjà essayer de dresser un premier bilan par rapport à tout ça, donc, pour fixer un petit peu ce qu'on doit retenir, et puis peut-être aussi une nouvelle interrogation. Alors, déjà la première chose qu'on va retenir, et c'est essentiel, c'est que dans la phase biochimique de la photosynthèse, la toute première molécule organique qui est formée par cette phase biochimique à partir du CO2, c'est l'APG, acide phosphoglycérique. Donc ça, on va le retenir dans un coin de son esprit. La deuxième chose aussi qu'on va retenir, c'est que le dioxyde de carbone, donc qui est une molécule minérale, va être à l'origine, lors de la phase biochimique, de tout un ensemble de molécules qui sont toutes des produits de la photosynthèse. Des glucides, des acides aminés, des acides organiques. Donc la photosynthèse, ça ne produit pas que du glucose, mais ça produit toute une ribambelle de molécules. On précisera ensuite après à quel moment on s'arrête dans cette photosynthèse, puisqu'effectivement on comprend bien que pour transformer un glucide comme le glucose en acides aminés, ça semble un peu plus complexe. Et puis ça pose 2 autres questions, puisqu'on voit apparaître au cours de la phase biochimique très rapidement, on voit apparaître l'acide phosphoglycérique, on voit apparaître des trioses phosphates, on voit apparaître le ribulose, un 5-bisphosphate. Et la question, c'est quel est leur rôle dans cette phase biochimique? À quoi servent-ils? S'ils apparaissent et si ces chercheurs en fait ont communiqué sur l'importance de ces molécules, si l'APG est la première molécule formée, a priori c'est qu'elle a un rôle particulier. Donc on va aborder un petit peu tout ça. Donc voilà, donc on a déjà 2 bilans qu'on peut formuler, et puis on a ici une autre interrogation qui vient s'ajouter à l'interrogation de départ. Donc pour répondre à cela, on va toujours pareil, toujours se pencher sur des faits expérimentaux, et on va revenir sur un des points de l'introduction, en l'occurrence le premier, qui stipulait que la photosynthèse, c'était l'articulation de 2 phases. Donc une phase photochimique, une phase biochimique. Et ces 2 phases sont couplées. Et donc ça veut dire que la phase biochimique, le déroulement de la phase biochimique est permis parce que la phase photochimique a lieu. Et du coup, en fait, ce couplage a une réelle importance dans le déroulement global de la photosynthèse. Il y a des faits expérimentaux qui démontrent l'importance de ce couplage. Alors, on en a 2 ici. On a deux résultats expérimentaux. Pareil, dans les années 1950. On a l'approche de Gaffron en 1951, qui pareil, travaille sur un matériel biologique de choix, des chlorelles. Et puis ce que fait Gaffron, c'est qu'il va étudier la quantité de CO2 que ces chlorelles sont capables d'incorporer dans des molécules organiques, c'est-à-dire en fait la quantité de molécules organiques que ces chlorelles sont capables de fabriquer à partir du CO2, dans 2 conditions qu'il impose à ces algues. À la lumière, donc durant des conditions d'éclairage optimales et puis de fourniture en CO2 optimale, et puis à l'obscurité. Et donc pendant un très long moment, ces chlorelles sont soumises à un éclairement. On voit ici que ça dure 1 heure. Et puis on constate que la quantité de CO2 qui est incorporée dans les molécules organiques est constante. Elle est même assez élevée a priori, en tout cas c'est la plus élevée de l'ensemble du résultat. Et ce pendant 1 heure. Donc il n'y a sans doute pas de variation sensible. Et puis dès que ces algues ne sont plus soumises à un éclairage mais sont plongées dans l'obscurité, on voit que très rapidement, en quelques secondes, la quantité de molécules organiques fabriquées à partir du CO2 chute rapidement, et puis elle devient même nulle au bout d'une vingtaine de secondes.
Quand on se limite à ce seul résultat-là, et d'après les conditions expérimentales qui nous sont fournies, on conclut la chose suivante, c'est que la synthèse de molécules organiques, à partir de CO2, exige de la lumière. Ça, c'est une première conclusion. On le savait sans doute, on l'avait déjà à l'esprit, mais ici, on a un fait expérimental qui vient le démontrer. Ça veut dire que la phase biochimique, c'est-à-dire celle qui va permettre de fabriquer des molécules organiques à partir du CO2, cette phase biochimique ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas eu auparavant un éclairage. Donc là, on a déjà un premier lien entre le couplage phase photochimique, phase biochimique. Un peu plus tard, quelques années plus tard, on a l'expérience de Arnon qui va aller un peu plus loin, qui va apporter un éclairage nouveau. Alors lui, il va travailler non pas sur des chlorelles, mais il va disposer d'une technique qui va lui permettre, dans un premier temps, de récupérer des chloroplastes, donc d'extraire des chloroplastes de cellules chlorophylliennes, et ensuite, dans un second temps, à partir de chloroplastes, de pouvoir les fractionner pour obtenir finalement deux ensembles. Un premier ensemble qui va être constitué uniquement d'éthylacoïdes, et un second ensemble qui va être constitué uniquement du stroma. Donc, on présume qu'Arnon se sera débarrassé de l'enveloppe du chloroplaste. Donc, du coup, en fait, dans sa préparation de chloroplastes purifiés, si je puis dire, il va, à partir de celle-ci, obtenir deux entités, deux fractions. Une fraction ne contenant que d'éthylacoïdes et une autre fraction qui ne contient que le stroma. Et du coup, à partir d'un certain nombre d'hypothèses, Arnon va pouvoir exposer le stroma à l'obscurité, va pouvoir exposer par exemple l'éthylacoïde à la lumière, et donc va pouvoir ainsi travailler sur ce fameux couplage entre phase photochimique et phase biochimique. Alors, ce que fait dans un premier temps Arnon, c'est qu'il va mesurer la quantité de CO2. Alors pareil, hein, on travaille toujours avec du dioxyde de carbone qui est marqué au carbone radioactif, au carbone 14, parce que ça va permettre de suivre le devenir de ce carbone dans des molécules qui vont pouvoir apparaître, dans des molécules organiques. Et donc, il mesure la quantité de dioxyde de carbone 14 fixée dans le stroma, c'est-à-dire, en gros, la quantité de molécules organiques que le stroma est capable de fabriquer à partir du CO2. Et il va pouvoir étudier cela, enfin mesurer cela, selon diverses conditions expérimentales. Alors, dans un premier temps, il ne travaille que sur le stroma à l'obscurité. Donc, il sait que la phase biochimique n'a lieu que dans le stroma. Et donc, il mesure la capacité du stroma à fabriquer des molécules organiques à partir de CO2 lorsque le stroma est à l'obscurité. Donc, il mesure une quantité. Ici, on nous dit 4000 coups par minute. Donc, à savoir si la valeur est élevée ou pas, ça on verra. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de la comparer à d'autres conditions expérimentales. Dans un second temps, il fait exactement la même chose. Donc, il mesure en fait la quantité de dioxyde de carbone fixée dans le stroma ici. Le stroma est toujours à l'obscurité, mais il met en fait ce stroma en présence de thylacoïdes qui, eux, ont séjourné précédemment à la lumière. Donc il avait au départ deux fractions, une fraction de thylacoïde qu'il a éclairée, puis la fraction de stroma qui reste à l'obscurité, et puis il va rajouter dans le stroma à l'obscurité des fragments de thylacoïde qui eux ont été éclairés. Et donc là il mesure en fait que la quantité de CO2 qui est fixée dans les molécules organiques est beaucoup plus élevée que lorsqu'il la compare à la quantité de CO2 fixée par le stroma tout seul. Donc du coup, il en conclut que pour que des molécules organiques soient fabriquées à partir de CO2, il faut impérativement qu'il y ait la présence de thylacoïdes qui au départ ont séjourné à la lumière. Comme on sait que la phase photochimique ne se déroule qu'au niveau des thylacoïdes et qu'elle exige la présence de lumière, et que la phase biochimique se traduit par la fabrication de molécules organiques à partir de CO2 dans le stroma, on a là, encore une fois, un argument en faveur de l'importance du couplage entre les deux phases. Donc, la phase biochimique ici ne se déroule que s'il y a un apport de lumière, c'est ce qu'avait montré Gaffron auparavant, mais Arnon va plus loin, puisqu'il montre en fait que ce n'est pas tant la présence de lumière, mais c'est visiblement ce qui se passe au niveau des thylacoïdes qui est important.
Et à l'époque, on sait que la phase photochimique au niveau des thylakoïdes se traduit entre autres par la synthèse de composés intermédiaires, de produits intermédiaires que sont l'ATP et puis des transporteurs d'hydrogène réduits sous forme RH2, ce fameux pouvoir réducteur. Et du coup, dans une troisième et dernière situation, il va remplacer les thylakoïdes qui ont séjourné à la lumière par uniquement ces composés intermédiaires, ATP et RH2. Et puis il me fait la même mesure. Il constate que le résultat obtenu est tout à fait similaire à celui qu'il obtient lorsqu'il avait mis en présence le stroma à l'obscurité avec les thylakoïdes qui avaient séjourné à la lumière. On est sur des valeurs qui sont à peu près semblables. Donc du coup, sa conclusion va un petit peu évoluer, et elle va permettre aussi de faire évoluer la conclusion de Gaffron. C'est que le couplage ici entre la phase photochimique et la phase biochimique, qui est indispensable pour que des molécules organiques soient fabriquées à partir de molécules minérales comme le CO2, ce couplage, en réalité, il repose sur la fabrication d'ATP et de RH2 qui sont issus de la phase photochimique. Donc en réalité, en fait, la lumière est indispensable, mais elle n'est indispensable qu'indirectement, si je puis dire, puisque ce sont les composés intermédiaires, ATP et RH2, qui sont indispensables, eux pour le coup, à la fabrication de molécules organiques à partir du CO2. Et donc là, on a une somme d'arguments donc en faveur du couplage des deux phases. Donc on a déjà répondu à une partie de notre problème de départ, c'est-à-dire qu'on cherchait à savoir comment l'ATP et les pouvoirs réducteurs intervenaient dans cette phase biochimique. Et ben on en a eu en partie la réponse. Ils sont indispensables, enfin, ce sont des éléments de couplage. Après, savoir à quel moment ils interviennent, dans quel type de réaction, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, à la suite des travaux de Calvin, Benson et Bassam, donc on avait identifié l'APG comme étant la toute première molécule à apparaître dans la phase photochimique, la phase biochimique, pardon. Mais on avait aussi des interrogations, c'est-à-dire qu'elle apparaît, c'est bien, mais quel est son rôle, quelle est son utilité? Alors pour expliquer la chronologie d'apparition des molécules que Calvin et ses collaborateurs ont identifié, ces trois chercheurs proposent un modèle explicatif, proposent une hypothèse, et ils proposent en fait que les réactions qui vont entre guillemets unir toutes ces molécules se produisent selon un cycle qu'ils baptisent le cycle de Calvin, Benson et Bassam. Alors, ce modèle, en fait, incorpore ou intègre trois aspects. Le premier aspect, c'est que si l'APG en fait est la première molécule, le premier corps à être formé par la phase biochimique, et ce parce qu'il est issu, en fait, parce qu'il provient d'une réaction entre le RUBP, qu'on avait identifié aussi, mais qui apparaît plus tard. On verra pourquoi il apparaît plus tard. Et le dioxyde de carbone. Donc on sait que dans l'expérience de Calvin et de ses collaborateurs, la première molécule radioactive qui apparaît pendant la phase biochimique, c'est l'APG. Donc c'est la première qui provient du CO2. Dans le modèle de Calvin ici, l'APG est formée par une réaction qui nécessite le CO2, ça on le savait déjà, mais aussi le RUBP. Du coup, l'APG devient le premier corps formé, et le RUBP a un statut qui est celui d'accepteur du CO2. Donc le RUBP, c'est une molécule organique, qui va être une molécule qui va accepter le CO2, qui va l'intégrer, si je puis dire, qui va s'associer à elle, et qui va, à l'issue d'une réaction, former ce fameux APG. Deuxième aspect du modèle, c'est que l'APG qui va être formé va être le point de départ d'une série de réactions qui vont impliquer cette fois-ci les produits issus de la phase photochimique, RH2 et ATP. Et tout l'APG formé avec tous les composés intermédiaires issus de la phase photochimique vont permettre de produire les trioses phosphates, donc ces fameux oses, ces fameux glucides, à 3 atomes de carbone avec du phosphate. Et du coup, si l'APG est le premier corps formé, en présence de composés intermédiaires issus de la phase photochimique,
on voit apparaître le deuxième corps formé de la phase biochimique, qui est le triose phosphate. Donc là, on est quand même dans la logique. De ces trioses phosphates, en fait, on va avoir deux types de voies, deux types de voies métaboliques qui vont se mettre en place. Une première voie métabolique, alors pas forcément dans la chronologie, mais une première voie métabolique qui va être finalement le point de départ de réactions assez complexes. Et ces trioses phosphates vont servir à fabriquer ces fameux exoses phosphates, comme le glucose par exemple. Un exose, c'est un ose à 6 carbone, comme le glucose, C6H12O6, avec un atome de phosphate, avec un groupement phosphate. Et ces exoses phosphates, qu'on ne voit pas apparaître forcément sur les radiochromatogrammes, ces exoses phosphates sont ensuite le point de départ de la fabrication de molécules plus ou moins complexes, comme le saccharose, comme les acides aminés. Donc on a une partie seulement des trioses phosphates qui va servir à cela. Et puis on a une autre partie qui va régénérer le RUBP. Et le fait que le RUBP soit régénéré va assurer alors une pérennité aux réactions qu'on vient de décrire et qui vont donc constituer un cycle. C'est-à-dire que tant qu'il y a du CO2 et tant qu'il y a des composés intermédiaires RH2 et ATP, ce cycle, a priori, ne s'épuise pas, ne se termine pas, ne s'arrête pas. D'où le terme de cycle. Donc voilà en fait le modèle que propose Kelvin et ses collaborateurs. Donc ce qu'on appelle le cycle de Kelvin, Benson et Bassam. Alors là aussi, il y a des faits expérimentaux qui vont venir valider ce modèle-là, qui vont venir le valider, qui vont venir l'entériner. On va les aborder. On a un premier fait expérimental. Alors ici, on a d'un côté le modèle de Kelvin et ses collaborateurs, et puis de l'autre côté, on a un fait expérimental. Ici, c'est l'expérience de Massini. Ce que fait Massini, lui, il va mesurer dans un matériel biologique de choix les concentrations en APG et en RUBP au cours du temps. Donc on voit que ça dure quelques secondes. Dans une première phase en fait de son expérience, ce matériel biologique, sans doute des chlorelles, en tout cas des cellules chlorophylliennes, les cellules chlorophylliennes sont soumises à un éclairement qui est constant, qui est suffisant, qui est optimal pour la photosynthèse. À l'époque, on sait que la phase photochimique a une importance capitale pour que la phase biochimique puisse se produire. Et dans l'expérience de Massini, celui-ci s'assure que la fourniture en CO2 soit constante et qu'elle soit optimale, et que le CO2 ne constitue en aucun cas un facteur limitant au déroulement de la photosynthèse. Il constate à la lumière que les concentrations en APG et en RUBP sont constantes. Donc il n'y a pas de variation, on a même une concentration qui est un peu supérieure à l'autre, mais bon, en tout cas, on n'a pas de variation, les concentrations en APG et en RUBP sont constantes. Donc en présence de lumière et de CO2, finalement, on explique la constance de ces concentrations par le fait que le cycle tourne, si je puis dire. Tant qu'il y a de la lumière et du CO2, tant qu'il y a du CO2, l'APG peut être formé à partir de RUBP et de CO2, et puis tant qu'il y a de la lumière, les composés intermédiaires ATP et RH2 sont formés, et donc l'APG peut donner naissance aux trioses phosphates, dont une partie va régénérer le RUBP, etc., etc., etc. Donc ça explique la constance des concentrations. Par contre, dès qu'on passe à l'obscurité, Massini observe la chose suivante, la concentration en APG augmente, et puis elle va atteindre un plateau. Alors on n'a pas d'unité de concentration, on n'a pas de valeur ici, mais on va rester sur le type de variation. Donc l'APG va atteindre une concentration qui va être désignée sous la forme d'un plateau. Et puis la concentration en RUBP va diminuer assez rapidement jusqu'à devenir quasiment nulle. Donc la question c'est comment on explique ces variations. Et bien du coup, on sait que le CO2 n'est pas un facteur limitant dans l'expérience de Massini. Ça veut dire que si le CO2 n'est pas un facteur limitant, la réaction qui va impliquer le CO2 et le RUBP pour former de l'APG ne va pas être limitée. Donc cette réaction peut toujours avoir lieu. Par contre, comme il n'y a pas de lumière, donc comme on est à l'obscurité, là où le cycle va être limité dans son déroulement, c'est sur la présence des composés intermédiaires qui sont justement issus de la phase photochimique, RH2 et ATP. Donc en mettant son matériel biologique à l'obscurité, il prive celui-ci d'une fourniture en RH2 et en ATP. Et donc c'est à ce moment-là que le cycle va s'interrompre.
Donc si on interrompt le cycle de Kelvin et Benson et Bassam, au moment, à l'endroit où on a fait figurer, où ils ont fait figurer l'intervention des composés intermédiaires, RH2 et ATP. Donc du coup, la réaction RuBP plus CO2 donne APG est possible, et donc du coup, si elle est possible, elle se déroule en continu, ce qui explique que la concentration en APG reste élevée. Mais comme il n'y a plus de RH2 et d'ATP, puisqu'il n'y a plus de lumière, donc plus de phase photochimique, du coup, l'APG qui est fabriqué ne peut pas être utilisé pour former des thiosphosphates et donc pour régénérer le RuBP. Donc du coup, l'APG qui est formé va s'accumuler, il ne peut pas être utilisé pour former autre chose, donc sa concentration va augmenter jusqu'à atteindre un certain plateau. Le RuBP ne sera jamais régénéré, donc du coup ces quantités vont s'épuiser, et du coup l'épuisement de la quantité des concentrations en RuBP, jusqu'à devenir nul en fait, vont à un moment donné stopper le cycle, puisque quand il n'y aura plus de RuBP, la formation de l'APG ne pourra plus avoir lieu, et donc la concentration d'APG atteindra un plateau, et donc le cycle sera bloqué en fait ici. Donc voilà en fait la façon dont on peut interpréter l'expérience de Massini avec le modèle de Kelvin, Benson et Bassam. On a un deuxième fait expérimental, c'est l'expérience de Wilson, à peu près à la même époque, qui procède à peu près de la même manière. Lui, il ne va pas travailler sur l'importance de la lumière, mais il va travailler sur la fourniture en CO2. Donc c'est le même principe de raisonnement, c'est la même démarche. Ici, en fait, dans l'expérience de Wilson, d'ailleurs les graphiques sont à peu près similaires, hein, les deux étudient avec Massini l'évolution de la concentration en APG et de la concentration en RuBP dans un matériel biologique de choix au cours du temps, en faisant varier un seul facteur. Donc Massini faisait varier le facteur lumière, mais s'assurait que le CO2 était en fourniture constante. Wilson, lui, fait l'inverse, si je puis dire. Il s'assure que la lumière soit un facteur qui est constant, mais par contre, il va faire varier la fourniture en CO2. Donc il va agir à un autre niveau du cycle. Donc il va agir en fait au niveau du cycle, c'est-à-dire au niveau de la réaction qui va impliquer le RuBP, le CO2 justement, pour former de l'APG. Donc, de la même manière que précédemment, tant qu'on est à la lumière et tant qu'il y a du CO2, donc c'est la première partie de l'expérience, qui est assez courte, qui dure quelques secondes dans l'expérience de Wilson, on constate que les concentrations en APG et en RuBP sont constantes. C'est le même constat que pour Massini, et on peut l'expliquer de la même manière. C'est-à-dire que là, on a toutes les conditions, lumière et CO2, pour que le cycle puisse fonctionner. Il n'y a pas du tout de facteur limitant ici. Wilson, lui, va faire intervenir une variante, c'est qu'il va priver à un moment donné de son matériel biologique de CO2. Et là, il constate la chose suivante. Tout de suite, les concentrations en APG et en RuBP vont varier. Et là, contrairement à Massini, dans l'expérience de Wilson, la concentration en APG va baisser et elle va devenir nulle. Et la concentration en RuBP va augmenter et puis elle va atteindre un plateau. Donc on a des variations qui sont un peu en sens inverse de celles de Massini. Donc voilà pour la description. Après c'est toujours pareil, c'est comment on explique ces variations-là. Du coup, ce que l'on sait, c'est qu'il y a toujours de la lumière dans l'expérience de Wilson. Donc s'il y a toujours de la lumière, ça veut dire que le système dispose toujours des composés intermédiaires issus de la phase photochimique, RH2 et ATP. Donc, le cycle n'est pas interrompu a priori, entre l'étape APG et triosphosphate, voire UBP. Par contre, s'il n'y a pas de CO2, ce qui ne va pas se produire, c'est la réaction entre RuBP et CO2 pour donner de l'APG. Donc, quand on stoppe la fourniture en CO2, on constate que le RuBP a une concentration qui augmente et celle en APG qui diminue jusqu'à devenir nulle. Ça, on l'explique très bien, puisque du coup, sans CO2, la formation de l'APG à partir de RuBP et de CO2 ne peut avoir lieu. Donc, le RuBP va s'accumuler, puis l'APG va, en termes de quantité, comme il n'y a pu être formé, sa concentration va diminuer. Et en fait, sa concentration diminue parce que l'APG qui est déjà présent dans le système, lui, va être impliqué dans la formation de triosphosphate à partir des composés ATP et RH2, et puis ces triosphospates vont permettre en partie de régénérer l'ABP. Donc du coup, tant qu'il y a de l'APG dans le système,
Tout l'APG va être utilisé pour régénérer le RuBP, et puis, pour former des triosphosphate et puis après régénérer le RuBP. Et donc tant que la concentration en APG diminue, celle de RuBP augmente, et puis à un moment donné, quand il n'y a plus d'APG, il n'y a plus de RuBP formé. Donc du coup, on arrive à ces plateaux-là. Donc là aussi, on a un autre argument, un autre fait expérimental qui vient renforcer ici le modèle de Kelvin et Manson et Bassam. Donc sur les rôles de l'APG et du RuBP, voilà comment le modèle de Kelvin et ses collaborateurs et puis des faits expérimentaux comme ceux de Massini et Wilson viennent finalement se renforcer l'un l'autre. Ici, en fait, l'APG est le premier corps formé. Le RuBP, c'est l'accepteur de CO2 qui va permettre de former l'APG. Et puis l'APG, en fait, va permettre de fabriquer des trioses-phosphates qu'on voit apparaître ensuite dans le radiochromatogramme assez rapidement. Et puis ces trioses-phosphates permettent la régénération du RuBP et puis la synthèse de molécules plus complexes qui vont arriver sans doute plus tardivement dans la phase biochimique. Alors, juste un point par rapport à la chronologie. Établi par Kelvin et ses collaborateurs. Donc l'APG est le premier corps formé. À partir du moment en fait, où on fournit au système du CO2, la réaction RuBP plus CO2 a lieu et elle donne naissance à l'APG. Pourquoi le RuBP n'apparaît-il pas radioactif dès le départ? Parce que c'est le carbone du CO2 qui est radioactif. Et donc, lorsque le RuBP se fixe ou accepte le CO2 radioactif, au départ, le RuBP n'est pas radioactif. Donc il ne peut pas être le premier corps à apparaître radioactif dans la phase biochimique. Le premier corps qui apparaît, c'est celui qui est formé à partir du CO2 et donc du RuBP. C'est donc l'APG. C'est pour ça qu'au bout de 2 secondes, en fait, on voit apparaître cette tache ici sur le radiochromatogramme de Kelvin. Et puis ensuite, on voit apparaître 2 autres taches assez rapidement, des trioses-phosphates et puis ce fameux RuBP. En fait, on comprend que l'APG va permettre de fabriquer ces 2 corps, assez rapidement d'ailleurs, et plus rapidement que les autres, parce qu'au bout de 30 secondes, on voit apparaître des molécules plus complexes, saccharose, acides aminés. Donc, cela veut dire que pour former des trioses-phosphates et du RuBP à partir de l'APG, il faut beaucoup moins de temps que pour former, à partir de cet APG-là, des exosphosphates, du saccharose et des acides aminés. Donc, on peut en fait, dans le modèle de Kelvin, comprendre que le premier corps formé, c'est donc l'APG, que les seconds produits à être formés sont bien les trioses-phosphates et le RuBP, et que finalement ces réactions qui s'enchaînent, en fait, s'enchaînent visiblement assez rapidement, en tout cas plus rapidement, que celles qui vont permettre ensuite de fabriquer du glucose, et puis ensuite d'autres glucides comme le saccharose, et puis des acides aminés, etc. Donc on va avoir ici 2 aspects finalement. Un aspect lié au cycle, qui va déboucher sur la fabrication de glucose, puis un autre aspect qui va déboucher sur la fabrication de molécules plus complexes. Alors pour résumer un petit peu tout cela, pour reprendre un peu tout cela, on va aborder sous la forme de cette dernière diapositive un bilan. Alors dans ce bilan, en fait, on va retrouver le cycle de Kelvin et de ses collaborateurs. Ce cycle, il est annoté, il est complété cette fois-ci. Et puis après, à côté, on a un schéma qui va permettre d'illustrer le couplage au sein du chloroplaste entre la phase photochimique et puis la phase biochimique. Alors on va commencer par le cycle de Kelvin que l'on commence à connaître un petit peu. Donc on va retrouver les éléments qu'on a déjà fait figurer. Mais on va essayer de faire le lien entre ce cycle de Kelvin et puis l'équation bilan de la photosynthèse. Donc l'équation bilan de la photosynthèse, je la rappelle, c'est une équation simplifiée. 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 plus 6O2. Donc on retrouve les ingrédients de la photosynthèse, si je puis dire, et on retrouve bien le fait que la photosynthèse, c'est une équation, à la fois, c'est un processus d'oxydoréduction qui va coupler à l'oxydation de l'eau, H2O, qui va donc être transformé en dioxygène, la réduction du carbone du CO2 en molécules organiques, C6H12O6, glucose. Donc ça, c'est l'équation bilan que l'on connaît. Maintenant, c'est comment on arrive à la comprendre, ou comment le cycle de Kelvin, finalement, vient-il expliquer l'équilibre des constituants de l'équation bilan de la photosynthèse. Alors, pour ça, il faut avoir à l'esprit on va raisonner en nombre d'atomes de carbone. Il faut avoir à l'esprit le nombre d'atomes de carbone présents dans toutes les molécules du cycle de Kelvin. Bon. On a dit l'APG, au début, c'est un corps c'est un acide phosphoglycérique, donc qui contient 3 atomes de carbone. Le CO2, c'est facile, c'est 1 atome de carbone.
Le RuBP, c'est un pentose, un ose diphosphate, C5P2, on avait dit, 5 atomes de carbone. On va mettre de côté les atomes, les groupements phosphates. Donc 5 atomes de carbone, triose, 3 oses, enfin, ose à 3 carbones, donc 3 atomes de carbone, et puis après hexose, 6 atomes de carbone, etc. Donc sur le schéma bilan du cycle, on a pour chacune des molécules le nombre d'atomes de carbone présents dans cette molécule. Donc par exemple, à côté de APG, il y a marqué C3, ça veut dire 3 atomes de carbone. À côté de CO2, il y a marqué C1, 1 atome de carbone. De RuBP, il y a marqué C5, 5 atomes de carbone. À côté de triose, il y a marqué C3, 3 atomes de carbone. Hexose, C6, 6 atomes de carbone. Ensuite, pour que le cycle tourne, il faut qu'il se soit équilibré. Et donc la question, c'est comment on équilibre ça en prenant en considération les atomes de carbone, leur nombre total. Si on a 5 atomes de carbone dans le RuBP et qu'on a un atome de carbone dans le CO2, si j'additionne ces 2 atomes de carbone, je sais que le RuBP est l'accepteur initial de CO2. Donc si j'additionne mathématiquement l'atome de carbone du CO2 avec les 5 atomes de carbone du RuBP, ça m'en donne 6. Et avec ces 6 atomes de carbone, je peux donc former 2 molécules qui ont 3 atomes de carbone. Donc 2 APG. Bon. Si je forme ces 2 APG, ça me donne 6 atomes de carbone. Je sais que les corps qui apparaissent ensuite sont des trioses phosphates. Donc, avec 2 APG à 3 carbones chacun, je peux donc former 2 trioses phosphates à 3 carbones chacun. Donc, mon équilibre fonctionne à ce moment-là. Mais avec ces trioses phosphates, dans le modèle de Calvin et de ses collaborateurs, dans ce triose phosphate, une partie va permettre de fabriquer des hexoses, donc des glucides à 6 carbones, et en même temps, il faut régénérer le RuBP à 5 carbones. Donc sur le total de 6 carbones que j'ai, il faut que je puisse en garder 5 pour régénérer le RuBP, et donc du coup, il m'en reste 1. Et avec 1, je ne peux pas, avec un atome de carbone restant, je ne peux pas fabriquer de glucides à 6 atomes de carbone. Donc ça veut dire qu'au départ, dans mon explication, je n'ai pas assez de RuBP. Et donc on peut faire ce raisonnement en disant je vais prendre non pas une molécule de RuBP au départ, mais je vais en prendre 2. Donc pareil, j'en prends 2. 2 molécules de RuBP à 5 atomes de carbone chacune, ça me fait 10. Je vais mettre 2 CO2, ça va donc me faire 12. Je vais donc fabriquer 4 APG. Sur ces 4 APG, je vais donc en fabriquer 4 trioses phosphates. 4 trioses phosphates, ça va me faire 12 atomes de carbone. 12 atomes de carbone, je vais en mettre 6 de côté pour faire un hexose. Il va m'en rester 6. Mais sur ces 6, je peux régénérer seulement une molécule de RuBP. Il va m'en rester 6, donc j'aurai 5 carbones pour le RuBP, et puis il me restera un carbone. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas. Donc, et je vais régénérer une molécule du RuBP, mais je sais qu'avec l'explication précédente, une molécule du RuBP, ça ne sera pas suffisant pour que le cycle continue à tourner comme ça. Donc j'en ai pas assez, j'en ai toujours pas assez. Il faut en fait qu'il y ait le bon nombre de molécules de RuBP au départ pour aboutir à une production de triose phosphate suffisante permettant à la fois de fabriquer des hexoses phosphates et en même temps de régénérer le RuBP. Et donc le bon nombre de RuBP en fait c'est 6. Donc si on part avec 6 RuBP, donc j'ai marqué à côté RuBP x 6. Donc pour la case RuBP, il y a marqué C5, ça c'est le nombre de carbone par molécule de RuBP, x 6. Donc ça c'est le nombre nécessaire. Quand je multiplie ces 5 atomes de carbone par 6 molécules de RuBP, ça me fait 30 atomes de carbone en tout. Donc j'ai marqué 30C, 30 carbone. Le RuBP est l'accepteur de CO2, donc il me faut 6 CO2. Donc 6 CO2, un atome de carbone x 6, ça fait 6 carbone, 6C. Du coup, ça me fait 36 carbones. Avec 36 carbones, je forme 12 APG, 12 molécules qui contiennent chacune 3 atomes de carbone. 12 APG donne 12 trioses phosphates, et sur ce 12 trioses phosphates, je peux en extraire 2. Donc je mets de côté 2 trioses phosphates, c'est-à-dire 2 fois 3 atomes de carbone, et 2 fois 3 atomes de carbone, ça va me permettre de faire une molécule à 6 atomes de carbone. Donc un glucose, C6H12O6. Sur les 12 trioses phosphates, j'en ai soustrait 2 pour fabriquer
une molécule à 6 carbone. Il m'en reste donc 10 trioses phosphate à 3 atomes de carbone chacune. Ça fait 10 fois 3 égale 30 atomes de carbone. Avec mes 30 atomes de carbone, je peux régénérer 6 molécules de RuBP à 5 atomes de carbone chacune. Et donc le bon équilibrage, si je puis dire, c'est bien d'avoir au départ 6 RuBP. Alors on peut raisonner aussi d'une autre manière. On peut aussi partir de l'équation bilan de la photosynthèse et dire, bon, on sait que dans l'équation bilan, il faut 6 CO2. Et puis d'inscrire à côté de chaque molécule APG, triose phosphate, exose phosphate, RuBP, le nombre de molécules qui est nécessaire d'avoir dans le cycle pour que celui-ci fonctionne et justifie l'équation bilan. Donc cette équation bilan, en fait, on peut la comprendre avec le cycle de Kelvin. Donc puisqu'il faut 6 CO2, eh bien en fait ces 6 CO2 vont permettre à chaque fois que le cycle va tourner de fabriquer un exose phosphate. Donc voilà pour le lien entre le cycle de Kelvin et collaborateurs équilibré en carbone et puis l'équation bilan de la photosynthèse. Ensuite, sous la forme d'un schéma, on va essayer de resituer un petit peu tout ça au niveau cellulaire ou au niveau infracellulaire. Donc, on avait vu auparavant que le chloroplaste était le compartiment, l'organite de la photosynthèse. On avait vu aussi, lors de l'étude de son ultrastructure, que le chloroplaste était limité par une enveloppe et que dans cette enveloppe, on avait un compartiment interne, le stroma, dans lequel se trouvait entre autres un réseau de membranes internes qui formait des thylakoïdes. Dans la première partie du chapitre sur la phase photochimique, les thylakoïdes sont le siège de l'oxydation de l'eau. Dans la membrane des thylakoïdes, il y a des pigments chlorophylliens, les pigments photosynthétiques, qui sont capables d'absorber certaines radiations du visible. Et l'absorption de ces radiations du visible va permettre l'oxydation de la molécule d'eau. Cette oxydation de la molécule d'eau à la lumière va se traduire par un dégagement de dioxygène par des organismes chlorophylliens. Ça, c'est la réaction classique de la photosynthèse quand on éclaire des cellules chlorophylliennes. Celles-ci, en fait, dégagent du dioxygène. Cette oxydation de l'eau ne génère pas que du dioxygène, ça c'est la partie visible. La partie, si je puis dire, invisible va générer aussi des électrons et des protons. Ces électrons et ces protons vont être pris en charge par un accepteur d'électrons et de protons qui va donc passer d'une forme oxydée à une forme réduite sous forme RH2. Et puis cette oxydation de l'eau va permettre par couplage la fabrication d'ATP qui fait partie en fait de ces composés intermédiaires issus de la phase photochimique. On les appelle composés intermédiaires parce que sitôt fabriqués par la phase photochimique, ils vont être utilisés par la phase dite non photochimique ou phase biochimique. Leur utilisation, en fait, on l'a vu, se fait au niveau du cycle de Kelvin, qui va permettre, à partir du CO2, de fabriquer des molécules organiques, comme le glucose ici. Sur le schéma, du coup, on comprend bien les couplages qui ont lieu. Donc un premier couplage ici, lors de la phase photochimique, c'est le fait que l'énergie lumineuse qui est captée par les pigments chlorophylliens et qui va permettre l'oxydation de l'eau, cette énergie lumineuse, en fait, va être couplée à l'oxydation de l'eau, qui elle-même va être couplée à la production de composés intermédiaires. Et du coup, dans cette phase photochimique, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie lumineuse va être, au final, contenue dans l'ATP et dans le RH2, dans ces composés intermédiaires. Donc ici, en fait, on a quelque part une transformation d'énergie, puisque l'énergie lumineuse ici, grâce à la phase photochimique, va passer sous forme d'énergie chimique, sous forme de molécules. Et cette énergie chimique, donc sous forme de molécules, va être ensuite utilisée pour fabriquer des molécules organiques à partir du CO2. Un dernier point, c'est que quand on parle de phase non photochimique ou de phase biochimique, ça ne veut pas dire que cette phase se déroule à l'obscurité. En fait, elle se déroule si la phase photochimique apporte ce qui est nécessaire à son déroulement. Donc la phase biochimique peut très bien se dérouler à la lumière, mais elle peut aussi se dérouler à l'obscurité. Néanmoins, elle se déroulera sans doute sur une durée très courte, c'est-à-dire tant qu'il y aura des composés intermédiaires, elle pourra se dérouler a priori, sinon elle cessera.
Et puis une dernière précision, puisque sur le schéma figure un élément qui est noté rubisco. Alors là, on a beaucoup parlé en fait du fait que le ribulose bisphosphate était l'accepteur de CO2. Donc c'était cette molécule-là sur laquelle allait être fixé le CO2 et qui allait permettre la formation d'APG. En fait, cette fixation du CO2 sur le ribulose bisphosphate se fait par l'intermédiaire d'une enzyme. Cette enzyme, c'est ce qu'on appelle la rubisco. Alors, c'est la ribulose bisphosphate carboxylase oxygénase. Voilà, donc rubisco. Cette enzyme, elle est vraiment très particulière parce que d'une part, alors, chez les végétaux chlorophylliens, on ne la rencontre que dans le stroma du chloroplaste. Donc du coup, ça explique pourquoi la phase biochimique ne se déroule que dans le stroma du chloroplaste et pas ailleurs. Et ça explique aussi pourquoi le chloroplaste est vraiment le compartiment, l'organisme de la photosynthèse. Et puis cette rubisco, en fait, c'est une enzyme qui est propre aux végétaux chlorophylliens. On ne la rencontre pas ailleurs chez les eucaryotes. En tout cas, pas en dehors des structures chlorophylliennes. Et donc cette rubisco a un rôle vraiment capital parce que c'est grâce à elle qu'une molécule minérale telle que le CO2 peut être incorporée au niveau d'une molécule organique comme le RuBP et permettre in fine la synthèse de molécules organiques comme le glucose. Donc le cycle de Calvin finalement repose